merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. La réforme pragmatique de la justice sénégalaise et sa modernisation, thème des concertations entamées ce 28 mai pour se poursuivre jusqu'au 4 juin prochain. Lancé ce mardi par le chef de l'État, ce débat national autour de la justice regroupe professionnels du métier, professeurs d'université, politiques et membres de la société civile. Supposée affaire de corruption impliquant 2 policiers et la fille d'un ancien ministre, contrairement à une information faisant état de la suspension des limiers, ces derniers auraient juste subi un arrêt de rigueur avant leur affectation à Sédhiou et Matam. Aïssatou Faye, auteur présumé des faits de corruption, leur aurait versé de l'argent en contrepartie de leur silence. Mam Amignan, disparu en se rendant à l'école, a été retrouvé ce mardi à Ziguinchor. L'élève inscrite en 4e au lycée Alouar des Maristes a subi un interrogatoire au commissariat avant d'être conduite à l'hôpital pour les besoins d'un examen médical. Et puis, à 2 semaines de la Tabaski, le marché bien approvisionné en oignons et pommes de terre. Les commerçants sont invités à éviter la surenchère et à rendre disponibles ces denrées très prisées à l'occasion de la fête du mouton. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Le dialogue sur la justice s'est ouvert ce mardi au CICAD de Diamniadio. Le coup d'envoi a été donné par le président de la République. Les participants à ce dialogue ont jusqu'au 4 juin pour examiner en profondeur les forces et faiblesses du système judiciaire sénégalais, mais aussi pour élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre des solutions dégagées de ces concertations. Le compte-rendu est signé Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. C'est à la justice un vrai problème au Sénégal. Ce constat justifie l'opportunité de la tenue de ce dialogue. Pour le président de la République, notre système judiciaire a besoin d'une profonde refondation. Je voudrais particulièrement insister sur le fait que nous n'ouvrons donc pas ici un procès en inquisition pour désigner un ou des coupables à jeter aux orties. Il est plutôt question de tenir un débat lucide et serein, posé et apaisé, pour ausculter notre système judiciaire, identifier ses forces et faiblesses et rechercher ensemble les solutions aptes à refonder son fonctionnement et à améliorer ses performances. Il ne faut pas se limiter à la justice pénale. Les contentieux d'ordre administratif sont nombreux, rappelle le président Bassirou Diomaye Faye. Nous ne devons pas oublier les affaires civiles, dont la matière commerciale constitue une composante majeure. Le droit du travail et le contentieux administratif. Autant de domaines dont la prise en charge conditionne le fonctionnement de la justice. Les commissions techniques ont 4 jours pour formuler des recommandations. La société civile se réjouit de la dimension inclusive. Nous sommes vraiment requinqués. J'ai vu pratiquement tous les experts et professeurs de droit, ça rassure. J'ai vu le monde de la culture, ça rassure. J'ai vu les religieux, ça rassure. J'ai vu les syndicalistes, ça rassure. J'ai vu même d'anciens détenus. Donc tout ça, ça fait que, bon, il y a pas mal de monde. J'ai vu les membres de l'opposition, du pouvoir, et c'est une très bonne chose. Les thématiques qui seront débattues incluent le statut du magistrat, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, la dématérialisation du service public de la justice et le numérique, le temps du procès pénal, les conditions de détention et de préparation à l'insertion sociale des détenus, entre autres. Et nous restons avec ces concertations. La question des enfants en conflit avec la loi s'est invitée au débat. Le secrétaire général du syndicat national des travailleurs en éducation spécialisée déplore le traitement affligé à ces enfants et exige une refondation de la justice juvénile. Je vous propose d'écouter Babali Zandiaï. Il s'exprime au micro d'Abdou Diouf Diagne et d'Ahmadou Bamba Samb. Et vraiment, nous saluons l'initiative et avons beaucoup d'espoir pour ce qui va se passer, surtout en ce qui concerne notre secteur. C'est-à-dire ce qui concerne la justice juvénile, les enfants en conflit avec la loi et les enfants en danger.
Donc, dans le cadre de notre travail, nous rencontrons beaucoup de difficultés, notamment dans le traitement du personnel et aussi dans les procédures. Souvent, on voit des enfants qui sont exposés, des enfants monotés qu'on amène à l'audience avec des monotes devant tout le public, ce qui est quand même déplorable dans un pays qui a signé l'ensemble des traités et conventions sur la justice spéciale pour les enfants et les mineurs. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes là pour apporter notre contribution à la réforme et à la modernisation de la justice sénégalaise. Nous sommes très ravis d'être là aujourd'hui. Et à l'occasion de ce débat national autour de la justice, les justiciables recommandent des pistes de solutions. Ils proposent l'augmentation des magistrats pour lutter contre les longues détentions. Nos reporters étaient au palais de justice de Dakar. Le reportage est signé Cheikh Ngone Diop et Diafaraba. C'est le quotidien de bon nombre de Sénégalais, ici au palais de justice de Dakar. Des allers-retours interminables, sans que leurs problèmes ne soient réglés. Déplorable, selon eux. Très sincèrement, depuis 7 heures du matin, nous sommes là. Ils ont convoqué une centaine de personnes, ou presque 1000 personnes, je dirais, pour des audiences. Mais on est entassés dans des couloirs, il y a un ventilo à chaque coin. Les avocats, quand ils viennent, ils rentrent. Mais les autres usagers qui n'ont pas d'avocat, ils ne peuvent pas être reçus. Et là, depuis 7 heures du matin, je suis là, je devais travailler, j'ai perdu une journée. J'ai un dossier personnel pour un divorce. Et ça dure depuis plus d'1 an. Entre les va-et-vient, les renvois, les problèmes de salle. Présentement, je voulais partir à Touba pour la célébration du Magal Darussalam. Mais on m'a envoyé ici, on m'a donné un rendez-vous, on m'a fixé un rendez-vous pour que je puisse prendre mes documents, mais finalement on m'a renvoyé jusqu'à la nouvelle ordre. Il estime que le mal est beaucoup plus profond au sein de notre justice. Beaucoup de manquements sont notés. Ces citoyens dénoncent le comportement de certains acteurs de la justice. Oui, ces cas de problème, on en entend souvent. On en entend souvent des avocats pas tellement catholiques, entre guillemets. Voilà, donc je crois qu'ils ne sont pas nombreux. Donc, dans toute corporation, il y a toujours des brebis galeuses. Voilà, donc un avocat peut avoir affaire avec un justiciable très faible, inculte, et peut en profiter. On nous dit que la justice en elle-même, elle est juste. Ce sont les pratiquants qui sont le fond du problème en fait. Des propositions pour une justice juste, équitable et au service de la société ne manquent pas. Sur le plan politique, la justice a été trop politisée. Donc il faudra qu'on règle ce problème une fois pour toutes avec ce nouveau régime. Les longues détentions, les tracas au niveau de la justice, les souffrances des justiciables. D'abord, je touche du doigt le côté comme quoi on n'a pas assez de juges. D'améliorer la qualité surtout, la qualité de réformer également la justice sénégalaise parce qu'on souffre énormément. C'est bien de parler, mais il faut, je pense, plus travailler plutôt que d'être dans des théories. L'amélioration de notre système judiciaire est une urgence et les assises de la justice constituent une belle occasion pour y arriver. Ils invitent à veiller à l'application des différentes recommandations qui seront issues des concertations. Merci, cher Ngone Diop. Allez, on en sait un peu plus sur cette présumée affaire de corruption impliquant Aïssatou Faye, fille de l'ancien ministre Mansour Faye, interpellée il y a 2 mois à Kébémer par des agents de police pour un contrôle. Aïssatou Faye a d'abord tenté d'acheter leur silence, a d'abord acheté plutôt le silence de ces 2 agents qui sont tombés sur 30 millions de francs CFA qu'elle détenait dans son véhicule. Selon certaines informations, ces 2 agents suspendus risquent la radiation, mais ces informations ne sont pas avérées. Selon des sources bien au fait du dossier, eh bien, les 2 policiers en cause ont juste subi un arrêt de rigueur de 10 jours avant d'être respectivement affectés à Sédhiou et Matam. Retour sur le film de cette affaire avec Ibrahim Akan. L'histoire remonte à presque 2 mois, alors qu'elle se rendait à Saint-Louis toute seule en provenance de Dakar vers les coups de 16 heures
Aïssatou Faye a été arrêté à Kébémer par 2 agents de police pour un contrôle de routine. Après une fouille minutieuse de son véhicule de type 4x4, les 2 éléments sur 3 au poste de contrôle sont tombés sur une somme de 30 millions de francs CFA que la fille de Mansour Faye détenait dans sa voiture. Interpellée sur les fonds, Aïssatou Faye n'aurait fourni aucune réponse convaincante. Puis, elle aurait même acheté le silence des 2 agents en leur remettant la somme de 300 000 francs CFA. L'affaire aurait pu se terminer là, mais Aïssatou Faye a fait semblant de reprendre sa route, mais elle a prévenu son père après que les agents l'ont interpellé. Ce dernier aurait à son tour saisi le directeur de la sécurité publique qui aurait à son tour appelé le commissaire de police de Kébémer. Celui-ci a automatiquement convoqué les 2 agents en question dans son bureau pour les entendre. Ils ont reconnu les faits. Aïssatou Faye serait même revenue au poste pour récupérer les fonds remis aux 2 agents en guise de pot de vin avant de repartir tranquillement sans qu'aucune enquête ne soit ouverte. Les 2 agents, Abdou Mbaye et Mohamed Niang, ont d'abord subi un arrêt de rigueur de 10 jours au groupement mobile d'intervention de Saint-Louis avant d'être affectés respectivement à Sédhiou et à Matam. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs puisque selon nos sources, c'est presque tout le commissariat de Kébémer qui a été chamboulé avec au total 16 affectations. Et nous restons avec cette affaire. Le bureau des relations publiques de la police s'est fendu d'un communiqué pour, dit-il, rétablir la vérité des faits. Et d'après le bureau, contrairement à ce qui a été relaté le 25 avril 2024 aux environs de 13 h, le commissariat urbain de Kébémer a reçu la dame Aïssatou Faye qui a déclaré avoir été victime d'une extorsion de fonds d'une valeur de 300 000 francs CFA par des policiers préposés à la circulation le mardi 23 avril 2024 vers 15 h. Lors de son audition, elle a soutenu qu'à la suite d'un contrôle de routine, il a été découvert par devers elle un montant de 21 millions de francs CFA. Après un contrôle sommaire sur l'origine des fonds et sur ses activités, les 2 agents de police lui ont signifié qu'elle n'avait pas le droit de circuler avec un tel montant. C'est par la suite, poursuit-elle, que les 2 agents de police, sous la menace d'une éventuelle poursuite pénale, ont réussi à lui soutirer la somme de 300 000 francs CFA. Les investigations menées par le chef de service ont permis d'identifier les 2 agents de police incriminés qui ont reconnu lors de leur interrogatoire avoir bel et bien reçu la somme indiquée, mais de manière gracieuse. Face à ces agissements d'une extrême gravité, l'autorité policière a fait prendre toutes les mesures disciplinaires qui s'imposent. Les 2 fonctionnaires de police ont immédiatement été relevés et font l'objet d'un arrêt en salle de discipline. Voilà donc un communiqué en provenance du bureau des relations publiques de la police. Un violent incendie a ravagé le marché Zeng à Pikine Taliboumak. L'incident s'est produit dans la nuit du lundi à mardi avec des dégâts matériels constatés. Bouba Mahabachili, responsable d'une boutique qui a été ravagée par les flammes, dans le désarroi, interpelle les nouvelles autorités. Sur ce sinistre, je vous propose de l'écouter. Il nous en dit plus avec Abdoulaye Patéane. Appelé pour me dire qu'il y a un incendie au studio. Et puis j'ai appelé la police et les sapeurs-pompiers, mais c'était un peu trop tard. Ils ont trouvé que on a trouvé les dégâts matériels et tout. C'est ici qu'on forme aussi les jeunes talents de la banlieue. J'appelle toutes les autorités, surtout les autorités étatiques, à venir nous aider pour un appui d'urgence. Vous voyez, comme vous le voyez, les studios, c'est pratiquement... Tout est parti, je dis, mais pratiquement, si on peut avoir un aide du ministère de la Culture, du maire de la ville, du maire de Pikine Est, tout le monde, on est preneur. Il y a beaucoup de jeunes talents, on a formé pas mal de jeunes talents. Allez, parlons consommation à présent avec cette bonne nouvelle qui tombe à 2 semaines de la Tabaski. Le marché est correctement approvisionné en oignons et pommes de terre. Les producteurs réunis autour de Swami Agri prennent le contre-pied des commerçants. Selon eux, plus de 80 000 tonnes de pommes de terre sont disponibles. Ils demandent toutefois aux commerçants d'arrêter la spéculation et leur recommandent de rendre ces produits accessibles aux Sénégalais. Le point, c'est avec Ousseynou Diop et Abib Sek.
Les producteurs d'oignons et de la pomme de terre de la vallée du fleuve Sénégal nient toute pénurie de ces deux produits très prisés pendant la fête de la Tabaski. Ils ont invité les commerçants à cesser ces manipulations qui visent à tromper les Sénégalais. De Swami Agri, les prix que nous vendons tournent autour de 9 750 francs le sac Borchamp. Donc s'il y a maintenant des spéculations, cela ne provient pas de nous. S'il y a des manquements sur le terrain, vous voyez depuis ce matin, les camions sont en train de charger et de transporter dans divers horizons du Sénégal, dans toutes les régions du Sénégal. Parce que nous avons une consommation qui permet, au-delà de la Tabaski, de contenir le marché sénégalais au moins pendant 6 mois ou 7 mois. Actuellement, dans la vallée du fleuve Sénégal, plus particulièrement à Mbane, les stocks sont estimés à 80 000 tonnes pour la pomme de terre. Pour l'oignon également, plusieurs milliers de tonnes sont disponibles dans la région. Pour ces producteurs, cela va encore assurer l'approvisionnement du marché pendant plusieurs mois. Assez de stocks disponibles donc, à commercialiser ici au niveau du pays pour que la fête de Tabaski puisse être passée donc, dans les meilleures conditions, sans que ce produit ne puisse manquer. Parce que nous disposons assez de stocks, à peu près de 80 000 tonnes disponibles au niveau des chambres froides destinées à la consommation des Sénégalais. Depuis l'annonce de cette nouvelle, on retrouve ces deux produits sur le marché. Les Sénégalais peuvent donc passer la Tabaski sans souci. Et les autorités emboîtent le pas aux producteurs. Selon le directeur général de l'agence de régulation du marché, le marché est justement bien approvisionné en oignons et en pommes de terre. La dite agence compte d'ailleurs mettre un projet d'arrêté pour fixer le plafond des prix à ne pas dépasser pour ces denrées. Je vous propose d'écouter Ansoumana Hassan, DG de l'agence de régulation des marchés. Il nous en dit plus au micro de Fatou Bintou Conté et Mohamed Nabidjan. Les besoins spécifiques de la Tabaski, nous rassurons les Sénégalais qu'il y a suffisamment d'oignons. Dans les parcs de production, il y a suffisamment d'oignons aussi au niveau des zones de commercialisation, au niveau des marchés. Mais il y a aussi suffisamment de pommes de terre, suffisamment de carottes. En tout cas, pour les spéculations qui sont sous régulation au niveau de RAEM, nous rassurons les Sénégalais quant à leur disponibilité, mais à leur accessibilité par rapport au coût de demande. Les prix conseillés, c'est entre 300 francs et 390 au maximum. Et il y a aussi pour la pomme de terre les prix stockeurs qui sont de 390 et nous allons soumettre à notre autorité justement un projet d'arrêté pour fixer le plafond des prix à ne pas dépasser et engager les services de la direction du commerce intérieur pour vérifier et éviter toute spéculation durant les périodes de fête où nous notons souvent des spéculations abusives. Et le directeur de l'ARM s'est exprimé en marge de la signature d'un protocole d'accord entre l'interprofession maïs du Sénégal et les agro-industriels importateurs pour l'achat de 1500 tonnes de maïs. Ce protocole d'accord qui toutefois fait face à la fluctuation des prix sur le marché. Cela a prévalu pour l'organisation d'une rencontre à laquelle ont assisté Fatou Bintou Conté et Mohamed Nabidjan, compte rendu. Deuxième céréale la plus cultivée au Sénégal, le maïs enregistre une production de 400 000 tonnes en 2021, une filière qui fait son bonhomme de chemin au Sénégal. Plus de 27 000 tonnes. Donc, il y a une année où il y a plus de 4. Donc, ça avance. Et l'année passée, on a fait plus de 400 000 tonnes. Donc, vous voyez qu'on est parti d'une petite volume et aujourd'hui, on est arrivé à plus de 400 000 tonnes. Et on prétend produire plus que ça pour diminuer l'importation. Parce que vous savez, au Sénégal, il y a beaucoup de maïs importé qui nous vient des autres pays et qui enrichit ces producteurs au détriment des producteurs au Sénégal. Pour occuper une place privilégiée sur le marché, les producteurs locaux de maïs comptent signer un protocole avec les agro-industriels pour l'achat de 1500 tonnes. Aujourd'hui, dans la structuration d'une coopération, d'un protocole d'accord de production et de commercialisation entre les producteurs et les industriels qui ont besoin de cet intrant. L'objectif de cet atelier, c'est d'arriver aujourd'hui à mettre en relation les différents acteurs de la chaîne de valeur maïs que constituent les producteurs et les industriels et travailler à formaliser cela pour assurer une bonne campagne de production pour l'année 2024-2025. La signature de ce protocole va renforcer aussi les relations entre les producteurs et les agro-industriels et faire face aux fluctuations des prix. Attendu, c'est déjà la formalisation de ce protocole-là, arriver à la signature de ce protocole-là pour mettre en relation de façon effective les producteurs et les industriels.
À travers maintenant les contrats de production et de commercialisation, ils vont structurer les volumes de production, les surfaces emblavées et les résultats attendus, mais aussi anticiper aussi sur la structure des prix pour éviter la fluctuation et l'évolution des prix suivant les périodes de début de commercialisation et les périodes de soudure où nous avons parfois des différences de prix qui varient entre 10 francs et 50 francs entre le début de la commercialisation et la fin de la commercialisation. Ils sont architectes, urbanistes, ingénieurs en génie civil ou encore chercheurs dans le domaine de la construction à se réunir à Dakar dans le cadre de la première édition du Forum des matériaux innovants de la construction durable en Afrique de l'Ouest. L'objectif de ce forum est bien promouvoir de nouveaux types de construction pour davantage faire face aux coûts élevés des matériaux, mais aussi faire face aux perturbations climatiques. Mamadou Cham est directeur de la construction et de l'habitat. Il s'en explique au micro de Lisa Prera. C'est un honneur de recevoir le premier forum sur les matériaux innovants et la construction durable qui se tient aujourd'hui au Sénégal, qui est un forum, on va dire, qui draine quasiment l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et même de partenaires qui sont en dehors de l'Afrique de l'Ouest, pour réfléchir et partager les belles idées que les chercheurs, les innovateurs ont déjà développées. Un certain nombre de brevets ont été partagés tout à l'heure et l'ensemble de cette connaissance doit être maintenant transféré au niveau des constructions, donc au niveau des populations. Donc le fait d'avoir l'ensemble de ces chercheurs autour d'une table, collaborant et discutant de comment on peut implémenter ces choses-là, c'est exactement l'essence de ce forum et c'est exactement aussi l'essence des politiques publiques que le ministre Moussa Balla Fofana veut mettre en place au Sénégal dans le secteur de la construction. Et le département de Mbacké va bientôt étrenner un nouveau centre de formation professionnelle. Cela grâce à un partenariat dynamique entre la coopération allemande et le ministère de la formation professionnelle. Doté d'une capacité d'accueil de 700 apprenants, ce centre vise à lutter contre le chômage dans le département. 7 autres centres d'un coût total de plus de 11 milliards de francs CFA seront construits à travers le pays. Le ministère prévoit ainsi de former 2000 jeunes grâce à ces nouvelles infrastructures. Les détails, c'est avec Pape Mbaye Diaw et Talassane. Bientôt disposer d'un nouveau centre départemental de formation professionnelle. Cet établissement, dont le coût s'élève à 1,70 milliard de francs CFA, aura une capacité d'accueil de 700 apprenants. Amadou Moustapha Ndiek Saré, ministre de la formation professionnelle. Le CDFP de Mbacké, dont nous venons de poser la première pierre pour un coût de 1,7 milliard de francs CFA, avec une capacité d'accueil de 700 apprenants dans les métiers de la menuiserie bois, de la mécanique auto, du froid climatisation et de l'électricité. Le financement de ce centre est assuré par la coopération allemande dans le cadre de leur projet de promotion de la formation professionnelle et de l'emploi. Sanke Simon, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Sénégal, explique. Il s'agira d'un centre d'apprentissage moderne, spacieux et doté d'un équipement de qualité adapté aux besoins du marché du travail. Selon Galoba, maire de Mbacké, cet établissement va contribuer d'une manière significative à la lutte contre le chômage dans le département de Mbacké. Ce centre va participer sans aucun doute à assurer davantage la promotion, la qualification, l'employabilité et l'insertion des jeunes. Au-delà de ce centre de formation à Mbacké, 8 autres établissements de formation à travers le pays seront construits, réhabilités et équipés pour un coût global de plus de 11 milliards de francs CFA. Je vous l'annoncer en titre, Mme Amignan a finalement été retrouvée ce mardi matin à Ziguinchor. Sa mère s'est rendue sur place pour vérifier son état de santé. Après les interrogations subies au commissariat, la jeune fille a été amenée à l'hôpital pour les besoins d'un examen médical. Le gynécologue a affirmé qu'elle n'avait pas fait l'objet d'attouchement. La disparition de Mme Amignan avait été annoncée sur les réseaux sociaux. Élève en classe de 4e, elle devait se rendre à son école de Alloire des Maristes avant d'être portée disparue. Retour sur les faits avec Abdoulaye Diop.
C'est une bouffée d'oxygène pour la famille de Mam Amignon. Une élève en classe de 4e disparue hier vers 13h. Elle a été retrouvée ce matin à Ziguinchor. On était tous vraiment inquiets, mais heureusement, on a reçu tellement de soutien. Moi, la brigade de recherche m'a dit de rester car je ne pouvais plus marcher. C'était vraiment difficile. Elle a été battue, puis ils l'ont droguée. Lorsqu'ils étaient à l'intérieur de la forêt, elle s'est échappée au moment où il est allé pisser. C'est ce qu'elle a dit aux enquêteurs. Sa mère a pris aussitôt un billet tout ce matin pour se diriger directement vers Ziguinchor. Bien qu'elle ait affirmé aux enquêteurs avoir été battue, Mam Amignon n'a pas subi d'agression sexuelle selon les gynécologues. Que s'est-il passé hier? Comment la famille a-t-elle appris la disparition de leur fille qui devait se rendre à l'école à Loire des Maristes? Selon sa grande sœur, la famille a été surprise lorsqu'un maçon leur a rapporté son cartable trouvé sur la route. Il y a un maçon qui a trouvé le sac ici, exactement ici. Il y avait les cahiers éparpillés au sol. Et heureusement qu'elle avait écrit le numéro à ma mère dans un de ses cahiers. Le maçon a eu l'intelligence d'appeler ma mère pour lui dire que j'ai ramassé un sac ici et il y avait ton numéro qui y figurait. Alors ma mère m'a appelé, j'étais à l'école. Elle m'a appelé, elle m'a dit, Khady, on t'a agressé ce matin ou tu as oublié ton sac quelque part. Je lui ai dit non, moi je suis avec mon sac. Elle m'a dit, va voir dans la classe de ta soeur si elle est là-bas ou pas. Je suis allée. Nous nous sommes rendus à son école, mais le directeur ne souhaite pas se prononcer sur ce sujet. La famille s'est posé 1000 questions. C'est ainsi qu'elle a contacté la gendarmerie des Maristes, puis a même visionné les vidéos de surveillance, mais celle-ci ne fonctionnait pas. Aujourd'hui que sa fille est retrouvée, la famille attend avec impatience le retour de leur fille pour fêter ce moment et en profite pour rappeler aux autorités de veiller à la sécurité des populations. Allez, parlons religion avec la paroisse Saint-Pierre des Baobabs de Dakar qui a accueilli ce week-end tous les confirmants du doyenné Grand Dakar Yoff. Ils étaient 718 candidats au sacrement de la confirmation venus de quelques 9 paroisses de l'archidiocèse de Dakar. Après le baptême, c'est la deuxième fois que ces enfants reçoivent le Saint-Esprit et deviennent donc des chrétiens confirmés, désormais appelés à la responsabilité dans l'Église catholique et dans la société en général. Le compte-rendu est signé Daniel Diouf. L'église de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs a fait le plein de fidèles ce week-end, le temps de confirmer tous ses enfants. 738 confirmants venus du doyenné Grand Dakar Yoff, Sainte Joséphine Bakita des Maristes, Saint-Christophe de Yoff, Saint-Jean Bosco de Nord-Foire, Saint-Paul de Grand Yoff, les martyrs de l'Ouganda de Dieuppeul, Notre-Dame des Anges de Ouakam, Sainte-Thérèse de Grand Dakar et Saint-Pierre des Baobabs. La messe présidée par l'archevêque de Dakar. Des confirmants accompagnés des parents et autres proches. Un grand jour pour ces enfants, ils vont recevoir le Saint-Esprit par le sacrement de la confirmation après celui du baptême. Alors aujourd'hui, le Seigneur va confirmer le baptême que vous avez reçu. Mais l'Esprit Saint va venir sur vous de manière spéciale pour que vous soyez responsables désormais. Au jour de votre baptême, ce sont vos parents, vos parrains et marraines qui ont répondu à votre place. Aujourd'hui, c'est vous qui allez répondre parce que vous êtes devenus grands. Et vous êtes donc appelés
a montré une vie chrétienne exemplaire. Le sacrement de confirmation donne les dons de l'Esprit Saint au confirmant pour le fortifier dans la foi. La confirmation perfectionne et complète l'effet du baptême. Elle va jouer dans sa vie de chrétien le rôle indispensable de la Pentecôte qui rend les apôtres capables de témoigner de leur foi. La grâce de votre baptême va être renforcée par le sacrement de la confirmation pour que vous soyez des témoins qui parlent et qui agissent comme des disciples de Jésus. Ça doit se voir dans votre manière de vivre. Et pour symboliser la plénitude des dons que l'Esprit Saint procure à ses confirmants, l'évêque et les prêtres signent le front de chacun d'eux du Saint-Crème. L'onction du Saint-Crème permet à ces enfants de grandir dans la sagesse et l'intelligence de la foi, de prendre leur place dans l'Église. L'onction du Saint-Crème commencée au baptême, achevée à la confirmation, donne au baptisé son caractère chrétien, une marque indélébile. Il demeure donc chrétien à jamais. Les rideaux sont tombés ce lundi sur la 8e édition du festival sénégalo-gambien initié par la commune de Toubacouta. Le thème central a tourné autour de la protection de la mangrove et du développement du tourisme face aux effets et du changement climatique. 4 jours d'activité où les cultures de la Gambie et du Sénégal ont été magnifiées sous l'œil avisé du ministre de la Culture qui veut faire de ce festival un événement national. Le point, c'est avec Aminata Goudiaby et Abdou Karim Bey. Durant 4 jours, différentes cultures du Sénégal et de la Gambie ont communié à Toubacouta, une tribune offerte aux orchestres et troupes de danse pour démontrer leur talent. Le festival transfrontalier Noumi Badia a connu cette année un cachet particulier. Ce grand événement culturel constitue une opportunité rêvée pour un brassage culturel fort, mais aussi et surtout un moment de réflexion intense pour le devenir du secteur de la culture. C'est en même temps l'occasion d'aborder plusieurs sujets, les uns aussi pertinents que les autres, comme la problématique des changements climatiques susceptibles d'affecter des territoires vulnérables, comme ceux des mangroves à l'image du delta du Sahel. Je suis sûr que les propositions et recommandations issues des différents ateliers animés en amont de la cérémonie officielle par d'éminents intellectuels contribueront de manière déterminante à relever ces nombreux défis qui pourraient constituer un frein au développement économique et social d'un département qui regorge d'énormes potentiels agricoles, touristiques et halieutiques. Le festival en est à sa 8e édition et le thème a tourné autour de la préservation de la mangrove et du développement du tourisme dans le Sine Saloum et en Gambie. Le Sénégal et la Gambie constituent un même peuple. Nous avons presque les mêmes cultures et chaque année, on apprend beaucoup des thèmes choisis pour le festival Noumi Badia. Pour la 8e édition, nous avons parlé de la mangrove et de l'environnement de façon générale. Je pense que ce sont des sujets d'actualité dans nos deux pays. Un événement national. Les services du ministère vont y travailler. Jusqu'ici, le festival avait une envergure régionale. Il était juste inscrit dans l'agenda régional, mais nous allons travailler à en faire un événement national. Plusieurs autres activités culturelles ont aussi marqué l'édition de cette année. Vernissage, projection de films, conférences, forums sur le tourisme dans un contexte de changement climatique. La page des sports, elle nous mène directement au Cameroun où la crise s'épaissit de plus en plus au sein de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Les médias ont partagé, vous le savez, une vidéo d'une très grosse embrouille entre le président de la fédération, Samuel Eto'o, et le sélectionneur Marc Brice. Pour rappel, la semaine dernière, Eto'o a décidé de limoger Brice qu'il avait nommé 2 mois auparavant. Le compte-rendu est signé Mamadou Ndiaye.
Vous m'avez promis tout de respect, mais on se connaît. Ok, respectez-vous. La guerre entre le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, et Narcisse Mouel Kombi, le ministre des Sports, a atteint son paroxysme. Ce mardi matin, Eto'o a convoqué Marc Brice, le sélectionneur et le staff mis en place par les soins de l'ancien du Barça, pour une réunion de travail. Mais le Belge est venu avec Cyril Tolo, l'envoyé spécial du ministre des Sports, et ses autres adjoints, qui ont failli ne pas passer la porte d'entrée. Une scène surréaliste s'est alors déroulée entre Eto'o, en furie, et Tolo. Pour rappel, Samuel Eto'o avait nommé Marc Brice au poste de sélectionneur il y a seulement 2 mois. Cependant, la semaine dernière, Eto'o a pris la décision de le limoger. Cette décision inattendue a provoqué des tensions au sein de la fédération, illustrées par la tension entre les 2 hommes. Le Cameroun continue de creuser à quelques jours du rassemblement des Lions indomptables prévu le 3 juin, avant les matchs de la 3e et 4e journée des éliminatoires du Mondial 2026, face au Cap-Vert, puis à l'Angola. Et quelques heures après la rencontre explosive entre Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, et le sélectionneur Marc Brice, ce mardi, l'instance a publié un communiqué dans lequel elle accuse le technicien d'insulte. Dans la note, la FECAFOOT a livré ses explications sur le clash ayant éclaté dans les locaux de son siège, alors que Brice était convoqué pour une séance de travail par Eto'o. Lui-même à fleur de peau, le conseiller technique du ministre des Sports, Cyril Tolo, présent lui aussi sans être convié, aurait eu des attitudes ayant mis le feu aux poudres, avec ce qui s'en est suivi, à savoir évidemment la colère de Samuel Eto'o, des comportements inacceptables qui ont empêché la tenue des travaux prévus à ce jour. Une réunion du comité d'urgence a été convoquée plutôt pour prendre les décisions qui s'imposent. Et première mesure qui tombe, c'est que la Fédération camerounaise de football vient de nommer Martin Tungu-Pilé, sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Décision prise donc lors de la réunion du comité d'urgence de la FECAFOOT, limogeant ainsi le sélectionneur Marc Brice. Monsieur David Pagou est quant à lui nommé entraîneur adjoint. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette crise qui secoue le monde du football camerounais. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Mais l'actualité, vous le savez, se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Et tout de suite, restez avec nous. Nous parlons de l'actualité marquée notamment par ces réformes autour de la justice et de sa modernisation. Nous en parlons tout de suite avec M. Papa Ogosek, président de l'association des juristes africains. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. À tout de suite.